Bonsoir la VOD. Alors, on est en train donc de merge pour avoir une belle release de Inspec Environments, c'est-à-dire notre monorepo qui contient tous nos profils Inspec pour tester nos environnements de base. Et ce, malgré la mauvaise volonté de GitLab. Et une fois que ça sera fait, ah ben voilà, quand on parle de mauvaise volonté, hop, qu'est-ce qui va pas? Ah, Podman. Oui, ça c'est moi la mauvaise volonté. Oui, effectivement, le projet Semantic Release n'ayant pas encore migré vers Podman, ah ben, pour l'instant, on peut pas utiliser Podman. Mais bon, bon, pom, vous avez rien vu, hein. On oublie. Du coup, on va revenir sur Docker. Voilà, vous n'avez rien vu. Ah, on va mettre Fit First Release, car c'est la First Release. Oui, parce que le projet, c'est de migrer de Docker vers Podman. Donc en fait, l'outil qui nous fera la sémantique release automatisée, il sera sur Podman après. Et là, j'ai mis la charrue avant les bœufs, parce qu'il n'est pas encore passé sur Podman, donc bon. Allez, on va voir. J'ai encore foiré mon autre commit, ce qui est possible. Hein. On est plus à ça près de toute façon ce soir. Hein. J'ai totalement foiré mon autre commit. Mais je crois que celui-là fera le café, donc c'est bon. Je pense que ça passera grâce au fait que celui-là ne soit pas passé. Bon, c'est normal, hein, parce que les projets sont en pleine migration, donc on a encore des vieilles façons de faire, avec des nouvelles façons de faire. C'est ce que j'essaye de faire, de tout réaligner. Donc on veut vider Docker et passer sur Podman, c'est un des trucs. Et ce, malgré le fait que GitLab, il est tout misé sur Docker. Ah. Donc là, ça va pas être Podman, ça va être autre chose. Enable to resolve Docker endpoint, open cert client ca pm no such file directory. Oh. Mais le certificat, il est reconnu de toute façon. J'ai mis le root dans le système. De quoi il me parle là? Ah mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. On est revenu sur Docker. Donc malheureusement, il faut mettre un service Docker. Mhm. Mhm. C'est ça le problème. Eh oui, il faut mettre ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vous promets pas de pas tout resquasher une fois que tout sera stabilisé. Hein. Je pense que je le ferai. Et on gardera l'historique sur les vieux repos séparés, quand c'était pas monorepoisé. Néologisme magnifique, hein, monorepoisé. Hmm. Alors, ça passe à toute blinde.
Normal, pour l'instant, il y a très peu de tests. Ça va moins passer à toute blinde quand il y aura les suites de tests complètes. Mais ça sera plus stable. Allez, on retente. Mais vous voyez, par exemple, si on veut faire du dry jusqu'au bout, ce fichier-là, bah, il faudra le templater et le mettre dans le dossier parent, dans le projet parent. Parce que tous les projets monorepo inspec auront ce type de fichier-là. Donc il faudra le faire, ça. Les templater. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois? On va y arriver, hein, on va y arriver. Je vous promets qu'à un moment donné, on va y arriver. Mais pas pour maintenant. Alors, il y a un truc qui lui va pas. YQ. Ah, il y a un souci avec YQ, il comprend pas ma syntaxe. YQ est un peu con. Ah, Node.js inspect no such file directory. C'est ça le truc. C'est qu'effectivement, ils sont dans un profiles. Eh oui. Eh oui, donc. Voilà. Hit first release. Non, je vais tout squasher. Quand ça sera stable, je squasherai tout. Et on aura un vrai fit first release qui sera une vraie first release. Bon. Allez, on remerge à nouveau. Ça, le problème, c'est que comme on n'a pas encore les suites de tests, parce que c'est l'œuf et la poule, quoi. Eh bien, on est obligé de tester de façon sale, hein, là, on teste de façon sale. Quand on aura les suites de tests, on pourra tester de façon propre, et du coup, on pourra squasher à ce moment-là. Et faire en sorte qu'on ait un master qui soit toujours clean. Ce qui est un sacré pari, hein. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, cassera pas?
voyez, le fait que ça soit sur Podman, ça permet de pas devoir chercher ce conteneur des IND. Entre autres. Pas mal, hein, pour ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui va pas cette fois? Ah, profile dependency local path user local source Linux hardening does not exist. Mais oui, suis-je bête? Mais oui, je suis bête. Aïe aïe aïe. Ça va être un poil plus compliqué. Effectivement, il cherche une ressource qui n'existe pas vu que je monte juste le chemin. Là, je monte le chemin du projet en question. Or, ce qu'il faudrait faire en fait, c'est... Bon, on va monter PWD. Et ici, il faut faire un bash -c. CD. On va faire des trucs simples. Profiles. Alors, NN séparateur, voilà. Copint inspect project. Donc là, en fait, on va monter l'ensemble du dossier dans le conteneur, du projet dans le conteneur. Du coup, à l'intérieur du conteneur, il aura accès à tous les profils, donc Node.js et Linux Hardening. Et ensuite, on va céder dans Profile Copint Inspect Project, faire notre archive. Et puis, on va ressortir de là, on va chercher notre archive, la mettre dans le bon répertoire d'assets, prête à être uploadée dans la release. C'est ce qu'on essaye de faire, en fait. C'est ça, le truc. Alors, pour l'instant, ça sert pas à grand-chose, vu que chez GitLab, les releases sont pas prédictives. Mais c'est en prévoyance de la migration vers un outil qui arrive à faire des releases prédictives. C'est-à-dire un Gitty. GitHub aussi arrive à faire des releases prédictives. Hein. Et il paraît que c'est pas mal, GitLab. Il y en a qui disent. Alors, ce que j'appelle une release prédictive, c'est qu'en gros, dans le dossier release, tu as accès à des fichiers et pour les télécharger avec curl ou wget, tu as juste à renseigner le numéro de version et tu peux accéder aux fichiers. Ce qui n'est pas du tout le cas avec GitLab, où en fait, les emplacements des releases, c'est des trucs totalement pas prédictifs, quoi. Et ils te disent, mais si vous pouvez y accéder en utilisant l'API. Ouais, d'accord. Les autres, il n'y a pas besoin d'utiliser l'API. Donc, il n'y a pas besoin de coder un codeur spécifique pour juste utiliser votre truc, quoi. Oui, il y a un Discord, Niliam. Les liens sont en description. Sinon, normalement, il y a une invite qui tourne. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le lien d'invite sur GitHub. Sur YouTube. Et je suis en train de mettre en place un bot qui te fera ça automatiquement. Tu lui feras point d'exclamation Discord et tu auras accès au Discord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un truc de YouTube, ça. Voilà.
Essaye. Oh, oublie ce lien. Oublie. Ça, c'est mieux. Voilà. YouTube et ses façons de reformater les liens, c'est sympa. Mais je suis en train de mettre en place un bot hein, qui va permettre de pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors, qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Vous êtes sur un stream professionnel, mesdames et messieurs. Il se passe des trucs. Don't understand inspect profile in user. It doesn't look like a spotted profile structure. Ah. On va de truc en truc, hein. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Au sein du conteneur, cette variable n'existe pas. Elle n'est pas comprise. Donc il faut l'intégrer au sein du conteneur. Donc il faut lui dire, avec un petit E, ça vaut ça. Et donc là, on aura transmis la variable de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. C'est bien, hein, du débugage en direct. Mais bon, c'est l'œuf et la poule, encore une fois. Pour pouvoir faire des tests, il faut les outils pour les faire. Et les outils de test, ben, à un moment donné, il faut les développer. Mais si on n'a pas les tests pour les tester, ben, on est obligé de le faire manuellement au tout début. Donc bonjour Niliam, ça fait plaisir de te voir sur le Discord. Alors, on va remerge, on va voir ce que ça donne. On va voir s'il y a une nouvelle surprise. Malheureusement, on ne peut pas encore appliquer de test dessus, vu que ça, c'est un outil de test. Voilà. T'as encore 8 minutes pour pouvoir poster un message. Ah, désolé. C'est les règles anti-spam de Discord. Bon, dans 8 minutes, le stream n'est pas fini. Hein. Je pourrais répondre en stream, hein, si jamais. Alors, on va voir ce que ça donne cette fois. Ça a l'air d'aller mieux, là. Voilà. Magnifique. Voilà. Avec des volutes dans la voix. First release, les inspect profiles sont là. Inspect Node.js. Parfait. Et regardez, voilà, je parle de chemin prédictif. Je vais glisser sur le lien, là. Et vous allez regarder le chemin en bas que ça donne. C'est donc dans le dossier Copaint, Inspect Environments, Upload, et puis après une chaîne de caractères à la con. Donc, vous voyez qu'on peut rien prédire avec ça. Voilà. Pareil que GitLab, c'est bien. Alors... On a notre
première release d'Inspect Environments, on va pouvoir l'appliquer ici. Donc ici, on va modifier l'appel au test pour Node.js. Donc, ça n'est plus inspect Node.js token, mais inspect token directement. Je crois que c'est inspect username. Inspect username. Voilà. Et c'est inspect environments, le nom du projet. Alors, comme c'est dans un sous-profil, il va y avoir des modifs à faire. Déjà, je vais vérifier si mes noms de variables sont bons. Ouais. Alors. Le te troll de GitLab depuis tout à l'heure. Oui, mais bon. C'est ces deux trucs-là qui m'énervent, tu vois, parce que ça me bloque vraiment. Le fait que les releases soient pas prédictives, ça m'empêche de passer par des artefacts finis. Et donc, je suis obligé, par exemple, comme ici, de faire appel à du Git. Alors que si les chemins étaient prédictifs, là, ça serait pas du Git. Là, j'appellerais le fichier targz directement. Or, une infra, elle doit être... plus elle est proche de la prod, plus elle doit être gitless. Et la prod, ça doit être gitless. Git ne doit jamais atteindre la prod. Et donc, là, c'est pas le cas. Et c'est ça qui m'embête. Donc, je voudrais... Déjà, j'ai modifié ces CNC Auditor depuis quelque temps déjà. Voilà. Ce que je voudrais voir, c'est comment on va chercher inspect en monorepo. Monorepo. Ah non, bon, inspect subfolder. Ah, add subdirectory property to git fetcher. C'est exactement ce que je veux. Pourquoi Git ne doit pas atteindre la prod? Parce que Git, c'est un outil conçu pour le développement et pas pour la prod. Pourquoi c'est pas conçu pour la prod? Parce que Git contient tout l'historique de ton code source. Donc imagine un agresseur, un attaquant qui tombe sur l'arborescence Git, il peut faire tout et n'importe quoi avec ton code et te bousiller la prod dans les grandes largeurs. Donc en prod, ce qu'on pousse en prod, c'est uniquement des artefacts, c'est-à-dire des trucs précompilés. Dans le cas des packages, des langages interprétés comme PHP, Ruby ou Python, c'est précompilé à travers des paquets composeurs, Gem ou pip, mais c'est pas des trucs hérités de Git. Parce que Git, tu donnes une main gigantesque à l'attaquant. Il a accès à toute l'arborescence, toutes les branches, il peut fouiller dans tous les sens ton code et modifier des branches à la volée, etc. et te mettre un sbeul intégral dans ta prod. Voilà. Git n'a pas été pensé pour la prod. Oui, le but, c'est d'essayer de ne pas mettre Git sur ta machine de prod. Alors, je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a énormément d'outils qui utilisent Git presque jusqu'à la prod. Alors, je sais que c'est un sacré boulot, mais ton infra sera plus sécurisée si tu n'utilises pas Git en prod. Alors... CNC Auditor exec inspec exec sub folder.
Ah, il n'y a pas d'option CLI pour faire la même chose. Ah! Donc, il n'y a pas d'option CLI pour faire pareil. Super. Donc, ça m'ennuie. Ça veut dire qu'il faut que je revoie comment je déclare l'appel à mon inspec. Inspec exec. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git clone. C'est terrible. Et on va ensuite faire inspect exec depuis ce git clone. C'est terrible. Donc, git ignore. Ah, il y a déjà un git ignore. Bon, parfait. Inspect environment. Pour l'immutabilité, on pourrait faire un git checkout sur la bonne branche. Mais comme mon intention, c'est d'arriver à pouvoir utiliser les archives, et pas git, eh bien, pour l'instant, je ne vais pas m'acharner là-dessus. Donc, ensuite, on fait un CINC Auditor dans Inspect Environments et dans Profiles Node.js. Voilà. Voilà. Je pense que ça devrait marcher. On va voir. J'ai l'impression que je t'ai pas tout à fait convaincu, Tobiche, sur le Git pas en prod. Surtout en cette période de GitOps, j'ai l'impression que ça te convainc pas complètement. Parce que, en fait, pour remonter dans l'historique Git, il suffit pas d'enlever le binaire Git. Parce qu'en fait, les données, elles sont là, les fichiers, ils sont là. Le binaire Git, c'est une aide pour naviguer dans la foultitude de dossiers qui sont dans .git. Mais dans .git, les fichiers sont toujours là. Et donc, il faut... Ah si, je suis même le premier convaincu, je ne comprenais pas ce que tu voulais dire. Ah d'accord. Bah alors, ça me fait plaisir.
Dans les boîtes où j'ai bossé, utilisent tout le dépôt Git pour déployer. Ben ouais. Mais il n'y a pas de Git sur la machine. D'accord. Ouais, mais les données sont quand même là. Mais je sais que les langages interprétés ont donné cette fâcheuse tendance à confondre le code source. C'était souvent des builds Docker, mais ils buildaient les Docker en prod. Ils n'avaient pas de registre, ils buildaient les Docker directement en prod. Non, t'as que le build ou l'exécutable. Je comprends. Je comprends pas. T'as que le build ou l'exécutable. Ah, et donc, en fait... Ouais, c'est ça, ils buildaient leur conteneur en prod, c'est ça? Ils passaient pas par un registre, ils faisaient Docker build, point, sur le serveur de prod. Ou par Docker Compose. Si registre, mais machine depot fait que pousser le build. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ah, il y avait une confusion. Parce que tu m'as dit que vous tirez depuis le repo Git. Mais le repo Git, il était là pour orchestrer, c'est ça? Du coup, t'as un doute. Ah merde. Zut, j'ai fait poindre des doutes. Ah, on s'y fait. Tu me fais douter, mon dieu de bois. Ah, je suis désolé. Bienvenue dans ma vie. Je doute en permanence. Bon, alors est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il va comprendre le mécanisme? Bon. Donc si on revient sur nos to-do du soir, on en est à cet ensemble de deux là qui sont liés. T'as pas d'infra avec pipeline sous la main pour vérifier. Bon, écoute. Je suis désolé, si c'est le cas, je suis désolé. Hein. Donc on en est là, du refactoring dirty, du refactoring sale. On en est à ces deux premières lignes. Je pense que demain, on va faire les 4 suivantes, Semantic Release et Renovate. Et puis après, on va mettre en place les presets. On va faire le bout de code qui fera le template update pour Renovate. Et donc là, enfin, on aura nos templates qui se mettront à jour automatiquement. Et puis après, on va pouvoir coder le reste. Voilà. Donc le reste, c'est coder donc correctement la collection Ansible Environments, coder correctement conteneur scope and CI. Et puis après, j'aurai des questions à vous poser, mais ça sera dans 15 jours peut-être, sur la suite des opérations. Qu'est-ce que je priorise ou pas? Ah, ouais, ça marche. Pourquoi ça... C'est lequel qui est pas content? Ah oui, j'ai changé les noms de variables.
et préfixer mes variables. Voilà. Espace de nom copain. Ensuite, il faut que je change le git clone. Ici. Ici. Donc c'est juste ça maintenant. Voilà. Et le git ignore qu'il faut. Je pense que au lieu de le mettre là, je vais le mettre au niveau général. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle playlist, Tobiche? J'ai rajouté un tas de choses. Alors, on relance. Et c'est parti. Elle est super, t'aurais pu aussi être DJ. Oui, oui, oh. Et DJ de bar lounge. C'est les trucs calmes. Bar lounge. Et j'ai des décalages de ouf comme il y a un mois. Eh ouais. Ouais, ça arrive de temps en temps. On fait un test. Je te dis top. Et quand tu entends le top, tu écris top dans le chat. Et quand je le vois, je te dis reçu. Top. Ouais, il n'y a pas autant de décalage. Bon. Sérieux? Top? Reçu? Reçu? Non. Non mais attends, il y a un souci de ton côté parce que moi j'ai le retour, j'ai pas autant. Alors j'ai 5 secondes, 10 secondes, mais j'ai pas autant.
je veux dire, quand je me vois sur le retour, donc c'est-à-dire que Twitch me renvoie ce qu'il a reçu de ses serveurs, j'ai il a tout pété 10 secondes, moi. Ah ouais. Mais je crains que ça soit de ton côté, te biche. Hein. Parce que Twitch, j'ai 10 secondes hein, sur mon retour. Ou alors c'est Twitch qui est en PLS, hein, c'est possible aussi. Hein. Presque une minute. Tu veux, je te montre. Je vais faire avec moi-même pour qu'on voit le décalage de retour. Top. Reçu. Tu vois? Ah bah voilà. Tu t'es resynchronisé. Alors, les tests. Non, mais c'est bien aussi les décalages de minutes. Comme ça, quand je fais une grosse connerie, hop, je coupe tout avant que ça arrive. Alors... Ah, il y a peut-être une variable que je n'ai pas modifiée. Oui, là. Voilà. Pourquoi tout est passé à vert alors que j'ai pas modifié les variables? Ah, c'est des tests supplémentaires peut-être. Ouais, c'est des tests supplémentaires. Effectivement, ça active des tests supplémentaires et comme j'ai pas modifié les variables, ils sont pas activés. Mais du coup, ils s'affichent pas. Ouais. Bon. Bon, on va refaire avec les variables mises correctement. Et puis après, on va faire notre première first release de cette nouvelle façon de faire. Niliam, je pense que les 8 minutes sont passées. Hein. Tu peux me poser ta question sur Discord. Hein.
Alors, est-ce que molécule comprend Podman? On verra ça aussi hein, quand on fera la migration vers Podman. On va s'amuser. Hein. Donc si on reprend mon super diagramme qui va finir sur Instagram dès demain, regardez comme il est beau. Donc l'idée c'est d'essayer de vraiment renforcer toute cette partie-là avant de repartir sur cette partie-là. Et donc là, l'étape sur laquelle on aimerait repartir, c'est donc bien sûr Go Arbor. Bien sûr. Pour pouvoir finir les conteneurs de la forge logicielle. Ben voilà. Bon. Comment s'appelle le nom de cette branche au passage? Fit Code Factoring. Donc Fit, ça veut dire que normalement ça devrait déclencher une release. Sauf si GitLab, bien sûr, nous offre un magnifique commit à la con dont il a le secret. Bah écoutez, je propose qu'on tente le coup. On va voir ce qui va se passer. Allez, je déclenche. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va nous donner comme nom de commit? Suspense. Et voilà, c'est foireux. Et voilà. Bon. Ça fait des guiteries dégueulasses après. Mais bon. Je vous dis, hein, je vais tout resquasher. Mais pour ça, je vais attendre de merger. D'abord, je vais attendre de merger sur Gitty, concours CI et tout ça. Et là, je resquasherai tout à ce moment-là. C'est-à-dire, je ferai une sauvegarde pour garder l'historique. Je mettrai aux archives. Et les repos en tant que tels, que je publierai sur GitHub et GitLab, je les squasherai. Comme ça, on partira avec des git trees clean.
Bon, là, quoi qu'il arrive, pour ce soir, on s'arrêtera là. On a malgré tout avancé, hein. Demain, il reste ces 4-là. Et les presets. Alors, je vais commencer dans la journée. Hein. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on achève vite tout ça pour revenir à ce qu'on faisait la semaine dernière, quoi. Hein. Mais dans de meilleures conditions. Avec plus de tests et tout. Bonjour Niliam, du coup. Bonjour sur Discord. Bon, ça prend son petit temps. Hein. Je pense, on verra, hein, que le passage sur Podman peut-être accélérera un peu les choses. Parce qu'on n'aura plus la démonisation. Donc ça fera 2 fois moins de conteneurs levés sur le Lost. J'en ai aucune idée en fait, on sait jamais, mais... C'est un espoir. Il y a l'espom et l'espoir. Voilà, voilà. Allez, deploy.
Dis-moi que tout va bien. Oui. No relevant change. Ah oui, c'est normal, il m'a fait n'importe quoi. Ah oui, bien sûr. Boum. Presque, quoi presque? Non, l'environnement, enfin, le process fonctionne. Mais bon, comme GitLab m'a mis n'importe quoi là, c'est normal qu'il détecte rien. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et donc ça sera pour plus tard. C'est des conteneurs pour que les profils inspect puissent se tester eux-mêmes. Donc c'est des conteneurs qui à chaque déploiement sur master se créent et qui déclenchent côté inspect, côté profil inspect, les suites de tests pour qu'ils puissent se tester eux-mêmes. Voilà. Ça garantit la compatibilité entre le suivi entre les profils de test, les profils inspect et ceux qui le testent. Mais j'ai vu utiliser volontairement les noms aléatoires sur GitLab pour avoir des liens auto-générés. Tu parles de quoi? Des releases? Tu parles de ce genre de truc là? Le lien qui donne n'importe quoi? Les gens utilisaient volontairement les noms aléatoires sur GitLab pour avoir des liens auto-générés. Ah d'accord. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en octobre avec le Hacktoberfest. Qui a été du grand n'importe quoi. Bon, pour ce soir, écoutez. La VOD. Ah, t'as pas suivi? Alors, je raconte vite fait. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo sur le Hacktoberfest. Donc, le Hacktoberfest, c'était... le Hacktoberfest, c'est un projet qui a été lancé par DigitalOcean il y a 4 ou 5 ans, 3-4 ans, je sais plus. En octobre, les gens qui commitaient du code sur des projets open source, donc qui étaient censés aider les projets open source, gagnaient des t-shirts DigitalOcean. Le Hacktoberfest, ouais. Et ça a vite dégénéré parce qu'en fait, au bout du bout, les gens, en fait, ils trollaient, quoi. Ils mettaient n'importe quoi comme commit, ils espéraient que ça passe, et comme ça, ils pouvaient demander le t-shirt. Et c'était une sorte de DDoS pour les projets open source, parce qu'ils se retrouvaient avec des centaines de merge requests de trucs inutiles, qui devaient vérifier un par un, et donc, et voilà, les projets open source détestaient le Hacktoberfest. Du coup, DigitalOcean, cette année, a modifié, enfin, en 2020, a modifié les choses en disant que les projets open source qui voulaient profiter d'Hacktoberfest devaient mettre un label dans leur repo GitHub Hacktoberfest. Et ceux qui ne voulaient surtout pas avoir ce genre de truc ne mettaient pas le Hacktoberfest et c'était bon. Ça a limité un peu les dégâts, mais c'était quand même un sacré bronx. Bon, sur cette explication rapide, que vous pouvez retrouver de façon plus détaillée d'ailleurs sur une vidéo qui est présente sur notre chaîne YouTube. La VOD, je vous salue. La suite au prochain épisode.